Aujourd'hui, avec Teddy, nous recevons Thomas Dezer. Thomas Dezer, Teddy, tu connais ? Oui, il est analyste comportementaliste d'humour. Tu te rends compte, Teddy, que c'est la première fois que tu arrives à faire une phrase entière. Si vous ne connaissez pas Thomas Dezer, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube d'Amixem, mais aussi dans son podcast qui s'appelle Parlons péloche. et dans son super spectacle qui s'appelle Bien, et qui est... bien. Alors Teddy, on en parle de Thomas Dezer ? Comment tu te sens, mon cher Thomas, là ? Bah, je pense vraiment que tout le monde doit vous le dire, mais là, d'être sur scène, sur la scène après 1000 ans sans scène, c'est chelou, quoi. Ça donne un petit peu envie. T'avais rejoué toi, entre le premier, deuxième et troisième confinement ? Ouais, alors je me tourne vers ici, mon metteur en scène. Je suis le seul à avoir vu toutes les versions. dates de ton spectacle et toutes les versions de ton spectacle. Ouais. J'en suis fier. T'as vu toutes les versions, pas toutes les dates, mais toutes les versions. C'est vrai que j'ai raté une date parce Et que j'étais avec j'ai- toi. Bravo. Désolé, Merci, excuse-moi. Non, mais j'ai joué à Paris et tout. Tu sais, quand j'ai fait mon Ah spectacle oui, à Paris. c'est vrai, et tu m'as à- trahi, j'avais oublié Je t'ai cette trahi, période de je ma t'ai vie. trahi, je t'ai trahi. Mais ouais, du coup, j'ai dû faire mon spectacle une fois parce que je me souviens de l'avoir fait avec les masques. Ah oui. Et paradoxalement, ça avait pas posé de problème. Bah moi non plus, ça Toi non m'avait pas... Vraiment, j'étais étonnée, quoi. Mm. Et donc, tu disais plusieurs versions. Ouais. Explique-nous un peu. C'est parce que ça, c'est un truc dont tu n'es pas encore content, ou bien c'est parce que par peur de l'ennui ? Alors, on en parlera sûrement aujourd'hui de ce truc-là, mais que vous allez avoir 1000 fois, je pense, dans le podcast. C'est le truc du syndrome de l'imposteur. Mais non, c'est intéressant. C'est vrai, parce qu'en gros, la difficulté que j'ai et que... Surtout quand tu démarres aujourd'hui, en 2000, depuis 10 ans, je pense que c'est ça dans le monde de l'humour, mais qu'il y a énormément de scènes ouvertes de partout. Du coup, tu as tendance à utiliser ce levier pour faire ta com. Ouais. Et alors que c'est un levier de base qui était plus là pour faire ton test, je pense. Oui, je comprends. Et du coup, notamment, nous les humoristes lillois, on a beaucoup joué ici. Et clairement, notre rythme de croisière, c'était on vient jouer ici entre 2 et 3 fois par semaine pendant un mois. Et à la fin du mois, on a notre spectacle. En Ouais. gros. Du coup, ça fait qu'à un moment donné, t'es plus trop dans le test, mais tu fais juste que refaire la même musique tous les soirs en essayant de garder le même, enfin de réussir à choper le public avec ton sketch. Et au bout d'un moment, tu connais la salle, tu connais ton sketch, donc en fait, ça marche globalement quasi à chaque fois, au Ouais. moins après à des degrés divers. Mais tu es de moins en moins fier que ça marche parce qu'en fait, tu te dis, bah, c'est bon, ce truc-là, ça va, ça fait 15 000 fois que je le joue. Et je pense qu'il y a certains humoristes qui n'ont aucun problème avec le fait de répéter le même Ah texte. ouais. Mais moi, alors que pourtant. Ouais, ça marche, tu sais que c'est bien. Mais j'ai pas vu deux mecs comme toi, à part Jérémy. Jérémy qui a longtemps fait ça aussi à ses débuts. Mais voir 3 spectacles complètement différents, mais vraiment, mais il y avait peut-être 12 minutes en commun entre Ah les spectacles. oui, Et à ce Ouais. point-là. ah, c'était incroyable. Je pense qu'il y a que 2 Même- lignes en commun par rapport à ma première Ouais. version. Ah ouais. La structure était différente, le Ouais. propos était différent, Ouais. tout était différent. Mais Et quand la tu même affiche, le même nom. La même affiche et le même nom, ouais, et les mêmes critiques biréduc. Ce qui fait que c'est. du coup, tu prends toutes les meilleures. ça peut être chelou, mais. Après, tu vois, c'est mon premier spectacle aussi, tu vois. Oui. Du coup, Ouais. ça fait que tu C'est te normal. cherches quand même, quoi. Même. T'es convaincu que tu dois faire ça et que tu peux le faire, que t'as le minimum de ce qu'il faut pour le faire. Mais c'est ton premier spectacle. Et il y a un moment donné où certains rires te plaisent moins que d'autres et certains retours te plaisent moins que d'autres, même quand ils sont D'accord. positifs. Et moi, il y a une trajectoire très claire qui s'est passée. Je faisais de l'humour noir que je voulais que les gens acceptent comme de l'humour absurde, sauf que beaucoup de gens prenaient mon humour noir comme de l'humour noir. Ouais. Et ça me gênait parce que du coup ils comprenaient pas ce que je voulais en faire de mon histoire et du coup ça m'allait plus, je me reconnaissais pas dans ces Ouais. rires. Pour eux, c'était peut-être gratuit, du coup, tu Euh, penses ? Il y avait quelque chose de cet ordre-là ? J'imagine qu'il y a des gens qui ont pigé ce que je voulais faire. Ouais. Euh, Parce que moi, ça m'a jamais choqué, mais... Ouais. C'est arrivé, moi une fois, je sais que j'ai eu un festival que j'ai gagné pourtant, Ouais. mais quelqu'un dans le jury voulait me faire perdre. Parce que j'avais fait 2-3 blagues sur un sujet en particulier qui est D'accord. compliqué. Et pour moi, comment dire, c'est un sujet qui m'avait touché dans ma vraie vie, donc je me sentais le plus légitime du monde pour en parler. Sauf que le public en sait rien, Mm. ils ont aucune idée de pourquoi je parle de ça. Et donc cette personne en particulier, dont je tairai le nom, alors que je l'ai, le nom, mais n'est pas arrivé à ses fins, alors que ce soir-là, je sais que c'est moi qui avais fait le plus rire. Ouais. Mais après, c'est pas pour ça que tu te gagnes le truc. Oui. Mais ce soir-là, tu sais, il y a des soirs, c'est ton soir, et là, c'était mon soir, quoi.
Et alors du coup, la question, Mais je mets- excuse-moi Teddy, mais Ton est-ce que aise. pour toi, il faut être légitime pour parler de tout enfin, est-ce qu'on peut rire de tout, quoi? Ah ouais, j'ai écouté les anciens podcasts, du coup je sais que vous l'avez demandé à Jérémy aussi cette Ah oui, question, Jérémy Préblé. en fait, C'est je vrai. l'avais même pas sur ma liste Mm. de questions, mais c'est parce que tu me parles de ça et je me dis, tiens, cette question-là, elle revient parce qu'on Ouais. en a reparlé après le podcast avec Jérémy Ouais. et il a plus la même vision de ce qu'il nous avait dit au podcast d'ailleurs. Ah bah et moi j'ai ma vision qui a changé depuis que je fais de l'humour. Ouais, Juste terminer le truc que j'ai dit avant, donc maintenant je fais de l'humour absurde, voilà. Je fais de l'humour. d'accord. En fait, je me suis rendu compte en faisant de l'humour noir, je voulais qu'il soit pris de manière absurde. Et Ouais. bah, en fait, autant faire de l'humour absurde. Ouais. Et du coup, il y a plus que 2-3% d'humour noir. Et ces 2-3% ont un impact 1 million de fois plus grand qu'avant, où il y avait plus de place à ça, quoi. Mais je garde le même ton, je pense. Mais plus le même style. Du coup, par rapport à est-ce qu'on peut rire de tout, je me rends compte qu'en fait, je vais répondre non. Mais pas pour la raison choquée, parce que pour moi ça pose pas trop de problème de choquer. Je vais citer un humoriste que j'aime bien, voilà. En plus je sais que tu fais un bouquin en ce moment, du coup Ouais. des citations t'en auras Ouais, avec moi vas-y, si t'as donne, besoin. je note. Mais il y a j'ai un humoriste que j'adore qui s'appelle Anthony Jeselnik, j'en ai Oui, déjà pas mal Ouais. parlé qui avec est Teddy. excellent. C'est un one-liner Américain. d'humour noir et qui pour moi a absolument tout compris de la question de peut-on rire de tout. C'est qu'il explique que par exemple dès qu'il y a un événement très grave sur les réseaux sociaux, il va venir faire une blague sur les réseaux sociaux. Typiquement, il y avait eu des attentats pendant l'avant-première de Batman de Christopher Nolan et il y avait une explosion dans le cinéma et des morts. D'accord. Et lui, il a tweeté sinon comment était le film. et du coup, c'est fou quoi. C'est une super vanne. Et sa raison, c'est de dire en fait, pourquoi je fais ça c'est parce que sur les réseaux sociaux, les victimes, le jour de le truc, elles sont pas sur Twitter. Enfin, clairement, Ouais. elles sont pas. Oui, oui. La personne qui est à l'hôpital, elle est pas en train de dire est-ce que je suis en tendance ou pas. Tu vois. Ouais. Donc il dit tous les gens qui sont dessus et qui font les choquer, finalement, ils ont un autre objectif. Bon, ça, il en parle dans ce spectacle, mais surtout, ce qu'il dit, c'est que un enterrement, il y a rien de drôle là-dedans. Un attentat, il y a rien de drôle là-dedans. Une catastrophe naturelle, il y a rien de drôle là-dedans. C'est pour ça que j'interviens. Tu vois. Et du coup, c'est sa vision de peut-on rire de tout, parce qu'il le fait ultra bien. Par contre, pourquoi je réponds non, c'est que par exemple aujourd'hui, quelqu'un qui va s'emparer du sujet de la misogynie, comme on le ferait dans les années 90 ou 2000, Ouais. avec le même ton, eh ben, il se plante totalement pour moi, et du coup, il fait pas bien son travail d'humoriste, parce que on peut rire de la misogynie, mais enfin, en tout cas, de l'égalité homme-femme, je pense qu'il y a encore une toute petite place. Elle est très petite maintenant. C'est un sujet qui, pour moi, a plus trop sa place sur scène. Je trouve aussi. Mais Je suis assez d'accord avec mais tu vois, mais il y a peut-être des manières de le faire encore, Ouais. parce qu'aujourd'hui, par exemple, tu peux réussir à bien parler du féminisme de manière rigolote, tout en faisant, en ne nuisant pas à la cause, quoi. toi. Et c'est plus comme ça qu'il faut s'interroger. Mais c'est hyper dur, hein, du coup. Ouais. Mais voilà, je trouve juste qu'il faut que le ton soit en adéquation avec ton époque. Et Ouais. s'il l'est, tu peux rire de tout. Ouais. Mais sinon, non. Voilà, c'est ça ma D'accord. réponse. Ah, c'est super intéressant. Moi j'aimerais, comme on est au début du podcast, j'aimerais bien revenir un petit peu sur ton parcours parce que tu as un parcours qui est quand même assez atypique. Formation militaire. Par exemple. Donc t'as grandi dans un placard. Ouais. Après, le vaccin contre la rage, donc ça, c'était vraiment une vraie réussite, quoi. Enfin, ça a pris. Ça a bien Mais, marché. ouais. Ouais. Moi j'aimerais bien revenir sur cette soirée de mars 2013 où c'est ta première scène. Ouais, ça Et c'est je le rigolo. sais parce que moi c'était ma 3e. Ouais. Et j'aimerais revenir sur le fait que tu m'as détesté. Ouais, de ouf. Alors, c'est vrai. Ah, racontez de ouf, ouais. Et c'est sorti naturellement. Ah, Hein. je vais te dire. Mais racontez-moi, moi je suis pas au Bah, courant. en fait, ça. à cette époque, il y a le festival 1, 2, 3 Théâtre, qui est un super festival étudiant Ouais, je sur, l'ai fait sur aussi. Lille, qu'on J'étais jeune. qu'on a tous fait, je crois, ici, Ouais. Ouais. qui est vraiment chouette. Et moi, j'y vais donc en mars 2013 et c'est ma 3e scène. J'ai fait 2 scènes ouvertes ici. Et comme c'est ma 3e scène, logiquement, dans ma tête, je suis un peu Gad Elmaleh au Zénith. Ouais. Donc j'arrive avec un peu cette arrogance-là. Et D'accord. Thomas, c'est la première fois. Et il voit ce mec arriver en disant. C'est facile. Alors que j'étais monté 2 fois sur scène. Donc il s'est dit, tiens, ce mec, c'est un peu un connard. Attends, maintenant on va voir la version de Thomas. Non, il faut c'est rigolo ce truc parce que contrairement à toi, moi j'ai fait c'est en 2013, tu vois, je savais même Oui, plus. mars 2013. Et après là, je veux dire, je vais pas parler non plus comme un humoriste qui a 20 ans de carrière, quoi. Ouais. Moi ça Bien fait sûr. 3 ans que j'en fais vraiment Mm. parce qu'avant j'ai vraiment fait une vraie pause avec l'impro, moi qui était plutôt le premier art que j'ai touché jusqu'au moment voilà.
Mais de toute ma vie, j'ai absolument sur toutes mes fiches d'orientation toujours dit que je voulais être humoriste. Donc ça, je l'ai su dès le début. Ah ouais. Ouais, je le d'accord. savais. Vraiment, je C'était en passais. toi, quoi. Ouais, complètement. Je passais mes étés à écouter Rire et Chanson vraiment tout le temps. J'étais là et j'écoutais Rire et Chanson, j'enregistrais les sketchs que j'avais pas, je les apprenais par cœur. Mais ça, je sais que, dès l'âge de en CE2, j'ai déjà écrit ça sur mes fiches d'orientation. Je sais pas expliquer pourquoi, mais c'était le cas. Par contre, je le faisais pas, quoi. Je le faisais en perso, en truc nanan, mais je me lançais pas. Et c'est rigolo, c'est que j'ai la même histoire que Jérémy Crédville, c'est un discours de mariage qui a fait que c'est parti, quoi, parce que j'ai bien vu la réaction, j'ai fait putain. En fait, t'as écrit le discours de mariage de Jérémy Crédville, c'est Ouais, ça c'est moi, En fait, voilà. c'est ça La le boucle truc. est totalement bouclée. Je vais arrêter de faire trop de références à l'autre podcast, mais à part, écoutez-le, l'autre podcast. Voilà. Voilà. Et abonnez-vous à la chaîne d'ailleurs. ça, Merci c'est un beau Thomas. geste. Voilà. J'ai l'habitude de prononcer cette phrase maintenant, donc voilà. Et donc Ça, on va y en revenir 2013, je suis à l'IAE de Lille qui fait 1, 2, 3 théâtres. Moi, je suis Ouais. étudiant et je vois qu'il y a ça. Et là, je me dis, Challenge. j'ai une suée. J'envoie un mail, je suis humoriste. Non. Et du coup, je veux bien passer. Et du coup, ils me disent oui 4 jours avant. Donc j'ai 4 jours pour écrire mon premier Oh truc, quoi. Et tu devais faire combien de temps sur scène? Bah, 10 10 minutes, ouais, ouais. 10, un 10, À peu un près, ouais, truc. comme une scène ouverte. C'était la scène ouverte qu'il y a tous les Ouais. ans. 1, 2, 3. Bah voilà, et c'était le moment de Ondar. Alors Ondar, je pense que ça a chauffé plus d'un à faire de la scène. Ouais. Comme là aujourd'hui. Ondar, on ne demande qu'à en rire. Ouais, on présenté demande par qu'à Laurent Ruquier. ouais. C'est vrai que t'as raison de vulgariser la mort parce que là on est entre nous, salut. Et non mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis chauffé à blanc et que je sais que ce que j'ai écrit, des fois je sais que ce que j'ai écrit c'est pas très bien, je sais que ce que j'ai écrit ce jour-là c'est bien. Franchement, je sais que Tu sens quand ça y est. je me dis ça peut faire rire de ouf et tout. D'accord. Et vraiment, pour un premier passage, je me souviens très bien que ça a marché. Enfin, je Ouais. le sais. Et je suis sorti de là. Ah, j'avoue qu'on avait un peu pris une claque et on était avec Thibaut Rousseau, tout ça, on avait ce truc un peu entre nous, tu sais, de mecs, Ouais. on vient du spotlight et tout, Mhm. et toi on t'a vu jouer, on a fait bâtard. Et, Ouais, ça, tu vois, après, tu vois, je me dis, ça doit pas. En plus, j'ai la vidéo de ça, mais ça doit pas. Je savais pas ce que c'était un gros rire ou un truc à l'époque, donc j'ai su plus dire, mais je sais juste que j'ai eu des gens ça s'est et que très bien ça, passé, et que ça a ouais, fait. bien sûr. Bon, T'as Teddy- kiffé, quoi. Teddy le dit, ça a fait bien passer. Ouais, Et complètement. c'est là qu'on va venir à ce que j'ai kiffé. Non. C'est vrai? Déjà, je devais regarder le mec qui jouait après nous, le spectacle. C'était Maxime Bernard. Oui, c'est vrai. Ah Maxime Bernard, Maxime ouais. Bernard, mon Dieu. Et- Qu'est-ce qu'il devient? Et Il il a était joué drôle il y a ce pas mec. si Il est déjà longtemps que ça. revenu, ouais. Ouais, il il y est avait revenu des il y a bons quelques trucs. mois, hein. ouais. Ah ouais? Et Ok. c'était très chouette. Bah, il est assez théâtral. Enfin bref. Ouais. Mais du coup, je retiens son nom parce que mon père s'appelle Bernard, mon frère s'appelle Maxime. Ou bref. et du coup, je lui dis ouais, je vais jouer après, nanana et tout. Je vais venir te voir après. Et en fait, dès que j'ai fini mon truc, qu'on a fini la scène ouverte, je me suis barré. Je me suis barré alors que mes parents étaient dans la salle. Hein, et eux, ils ont continué à regarder Maxime Bernard et pas moi. Et j'ai dit à Maxime Bernard, je te jure, je reviendrai te voir. Je ne l'ai jamais fait. Excuse-moi, Maxime Bernard, mais parce que ça a été pour moi un véritable traumatisme, mais d'une grandeur qui m'amène à faire derrière une petite pause de 7 ans. Mais alors attends, ça marche. Ouais. T'écris en 4 jours. Ouais. Le traumatisme, il vient d'où à ce moment-là, du coup? Ben, De pas être légitime, de ça a été trop de stress et du coup d'un mal-être physique, psychique. Mais je sais pas dire en fait, mais vraiment il y a un truc qui fait que, ou alors un truc de, tu sais, j'avais un boulot, j'avais une copine, j'étais bien dans ma vie, je me disais bon en fait est-ce que j'ai besoin de ça, je sais pas, et Ah, Et peur d'être déstabilisé par le fait que ça puisse t'attirer aussi. bah je sais pas. Vraiment, D'accord. mais je viens de la famille la plus normale du monde qui nous existe, la plus grande normalité. On se demande aujourd'hui pourquoi je fais une carrière artistique, pourquoi il y a ça. On comprend pas. Alors, mon père il était prof de techno, mais c'était le petit rigolo dans la salle des profs, donc tu vois, ça vient un peu de là. Ma mère, elle a l'œil rieur, elle va aussi faire des vannes, et chez nous, on rigole beaucoup. Mhm. Donc oui, il y a cet héritage-là, c'est sûr, mais pourquoi moi je l'ai poussé au point d'avoir cette espèce de truc d'ego, de je veux absolument que des 200 personnes rigolent à mes conneries, tu vois. Mhm. Ça, je saurais jamais trop expliquer pourquoi. Puis des fois, Mais- c'est pas. Enfin, je pense que c'est pas forcément la peine de gratter non plus finalement. Oui, puis Ouais, après ouais, c'est ouais. l'eau de. Tu vois, moi c'est pareil, mon père est Ouais. artisan, ma mère est comptable, et mon pauvre père qui est très cartésien, il a un fils qui est régisseur, humoriste, on Ouais. sait pas trop quoi, et une Ouais. fille qui est bioénergéticienne. Ouais. Bon, ouais. Non, mais ça, bon, c'est c'est un vrai peu que- le lot de. Moi, ma mère est morte. ben voilà, enchanté. Ça va toi? Allez, tiens mon doigt. Et donc, Enchanté, mais c'est très bien de recentrer très le bien. débat. Tu vois. voilà. Mais j'en ai fait un spectacle. hein. Oui, c'est vrai. Très bon Mais spectacle. après, Ouais, il y a donc- peut-être un truc tout bête, un accident de vie qui est un super accident, c'est que mes parents m'ont emmené voir au Vivat d'Armentières quand j'étais tout petit, Gustave Parking, Ah, et que j'ai putain. ultra kiffé parce que c'était le genre de spectacle qui pouvait plaire autant aux enfants qu'aux parents. Ouais. Et je pense que là j'ai eu un choc de me dire tu vois, je veux y aller, quoi, je veux faire ça, je veux faire comme lui. Et le lendemain matin on avait le droit, j'étais en CM2,
Donc j'avais déjà dit dans mes fiches d'orientation que je voulais être humoriste, mais je sais pas pourquoi. Et je suis arrivé en CM2 et en fait on avait le droit d'expliquer ce qu'on avait fait la veille quand on avait fait un truc un peu stylé. Et je pense que j'ai dans ma tête refait mot pour mot le spectacle de Gustave Parking pendant 1 heure. En réalité ça a dû durer 3 minutes 30 et je me suis peut-être pissé dessus. Mais je faisais rire les gens avec les blagues de Gustave Parking et du coup c'est ma première scène, c'est ça en fait. C'est pas celle de 2013. Ouais, finalement. Ok. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il fait Parce qu'on s'est arrêté sur le fait que tu m'as trouvé très arrogant. Est-ce que tu peux dire quand même que tu m'as bien aimé par la suite? Ah de ouf, mais en fait non, je pense que Est-ce qu'on a dit que ça? non mais pour répondre à ça, c'est que j'ai tout trouvé arrogant. Tu vois? Oui, en fait, c'était la vous étiez soirée, là, en fait, il y avait c'était le Didier qui était encore vivant, paix à son âme, qui était photographe Oui, de oui, cet tout à endroit fait. et qui était là et qui du coup était très en observation parce que dès qu'il y avait des nouveaux, il était en observation. Mais du coup, ça avait l'air d'être une mafia pour moi. Vous étiez tous en train de parler à un mec que vous connaissiez. Moi, j'avais jamais fait de scène. Me vous vois pas, j'y étais pas. Non, Moi, mais c'est vrai moi je qu'il y suis avait pas un côté- partie de il y ces avait gens-là. un côté Je microcosme déconne. et un Ouais, côté un peu ouais. sectaire. Mais Ouais, oui, mais ouais, c'est bien normal. sûr. Hein. Il y a Gratte-toi la couille. Là, il se gratte gratte la couille, par exemple. Mais Je c'est l'ai pas vu, mais l'animation, moi hein, j'ai une. c'est visuel. Mais J'oublie qu'on est filmé. C'est très bizarre ce milieu scène d'impression parce que oui, il y avait un côté sectaire et en même temps, moi, c'était la 3e scène de ma vie. Tu Ouais. vois. Et du coup, c'est bizarre que d'être intégré aussi rapidement. C'est un milieu Ouais. aussi qui permet ça. Ouais. Et toi, quand t'es revenu, d'ailleurs, ça s'est fait très très vite. Notre amitié est née très vite. À mort. Enfin, tout se fait très vite. hein, Mais, dans ce milieu. mais je pense que c'est pareil, c'est ce truc de. En fait, vu qu'on on fait cette espèce de saut dans le vide tous ensemble, ça crée une relation ultra chelou qui est des fois même très différente de l'amitié, mais ça crée une relation très forte entre nous. Ah oui, C'est un oui. truc de fou, Ah non, quoi. mais ça, c'est sûr que ça crée des liens, ça, c'est inévitable. Et effectivement, tu le dis, enfin, j'y avais jamais songé, tu vois, mais je me dis, parce qu'il y a quelque chose de, tu sais ce que je vis. On n'est Ouais. pas forcément amis, on n'est pas de la même famille, on n'a pas les mêmes loisirs en dehors et tout ça, mais on sait ce qu'on vit, quoi. Ouais, Et on c'est sait ça. pourquoi on est là et comment ça peut être des galères, des ascenseurs Mm. Bah, émotionnels. c'est ce qu'on disait en off, je crois il y a quelques jours, c'est on monte sur scène et peu importe ce qu'on fait, on a conscience de ce que c'est. C'est Jérémy, moi je l'ai raconté dans son podcast, pardon de revenir sur lui, mais vraiment qui m'a mis une claque le jour où j'ai demandé une photo avec lui, il m'a dit non, parce On est qu'il m'a collègues, dit ouais. on est collègues. Ouais. Et j'ai pris une claque ce jour-là parce que je me suis dit à quel moment ce mec est mon collègue. Parce Mm. que Ouais. on monte sur scène, mais pas du tout de la même façon. Et Moi, en fait, j'aurais dû faire du porno. Hein. Ouais. Bon, on le Tu fait me crois? Non, quelque part. On est collègues. mais, Pas. mais c'est vrai que c'est à partir du moment où on a conscience de la difficulté de ça, puis ça enlève aussi le côté qui peut être très facilement moqueur parce que combien de fois moi en tant que régisseur, mais le nombre de mecs que j'ai vu monter Ouais. sur scène qui se sont plantés et je leur dis à chaque fois, je leur dis c'est normal, Ouais. c'est Ouais. la chose la plus normale du monde de te planter. Mm. De toute façon, c'est la seule façon, je Et puis pense. 6 mois hein. après, ces mecs-là cartonnent. Ouais. Ouais. Enfin, tu vois, les mecs on en parlait hier. Un très bon exemple, et on le dira pas parce qu'il sera invité ici bien sûr un jour, et du coup je veux pas dire son nom, mais ce mec là personne l'a vu venir et il a travaillé quoi. Ouais. Et puis ça monte et il va cartonner. Et comment tu fonctionnes? Là, on parlait de travail. Attends, j'ai plein de trucs qui viennent en Ouais, même moi temps. aussi, il y a plein d'axes de travail. Donc, t'arrêtes pendant 7 ans. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui fait que tu reviens dedans? Mais c'est une rupture. Et, Ah ouais. non, Oui, en bah, fait. je suis désolé. Bah ouais, mais t'es dit. Non, en fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'à un moment donné, j'allais plus au spectacle d'humour alors que c'est ma passion parce que je me disais je peux le faire et j'étais juste dans une espèce d'aigreur de merde de Ouais. se dire je veux le faire ce que tu fais et toi tu le fais et ça m'énerve parce que toi tu le fais. Et Mhm. à un moment donné, j'ai complètement transformé ce sentiment et ça m'a donné une motivation de fou qui fait que j'ai fait un truc débile mental, c'est que j'ai quitté tout mon travail, j'ai tout quitté pour faire de la scène alors que j'en avais pas fait, j'en avais pas refait. Mais Mhm. j'étais complètement sûr de moi parce que clairement souvent quand tu démarres, je trouve, j'ai eu ça, j'en ai parlé genre même avec Varobaz et tout, ces trucs là, c'est que quand tu démarres, t'es ultra arrogant parce que tu connais pas du tout le milieu et tu crois que t'es le meilleur quoi. Ah ouais. Et du coup ça te rend meilleur. Et après t'as le doute qui arrive très vite. Ouais. Mais t'as Ah d'abord oui, cette oui. phase là C'est vrai. où si tu te plantes pas trop aux tes Mm. premières, tu crois vraiment que tu vas retourner le Bah, monde c'est de l'humour. exactement Mais ce qui s'est Ouais. passé pour moi. C'est ouais, vraiment bah, ça. tu vois, c'est Et après t'as le contre-coup et c'est gros Ouais. crash total. Et, Moi, quand j'ai commencé, pour le coup, déjà, il n'y avait pas de scène ouverte, tout ça à Lille. Ouais, hein, parce que ouais, moi, je ouais. fais partie de la vieille école. Oh. Et quand j'ai commencé, moi, je faisais de l'impro. J'ai commencé par faire mon spectacle. Et c'était le public de l'impro qui Ouais. venait, donc ça marchait. Ouais. Mais si tu veux, j'étais instite et il n'y avait jamais ce truc de me dire Donc t'as fait un 1 je heure vais direct. en. Pardon? T'as fait du 1 heure direct. 1h30, ouais. D'accord, tout de suite. Ouais, ouais. Ah, c'est Enfin, cool. j'avais fait, on faisait des plateaux avec l'impro, on faisait des plateaux où entre les plateaux d'humour, je venais faire un sketch ou deux, Oui, quoi. oui, Mais oui, donc j'ai pas connu ça. Et moi, quand je suis arrivée ici, j'ai vécu un autre truc, c'est que je suis arrivée ici et je trouvais que les gens étaient méchants entre eux au début. Les humoristes. Mm. Ok. En fait, c'est pas que j'entendais les coulisses, t'es derrière et Tu parles t'entends de les. Jérémy Crédville et Émeric Lompré. Non, pas du tout. Non, c'est- Non, mais non, je parle de la génération d'après, mais Oui, il y oui. avait des trucs de on est copains, mais
comme si on avait besoin de toujours critiquer ce qui se passait sur scène, alors qu'on était dans le même bateau. Ouais. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a pas duré longtemps. Mais il y a eu des générations différentes au Spotlight, de toute façon. Et moi, c'est ça qui m'a foutu le doute. Parce Ouais. qu'à partir de ce moment-là, je jouais plus pour le public, je jouais pour mes pairs. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai aucune légitimité. Voilà, là, c'est comme ça que j'ai Ouais. vécu. Enfin, Ouais, mais c'est marrant parce que dans ton livre que t'écris, tu pourrais presque écrire ce truc vu que c'est pour un peu ceux qui vont se lancer Ouais. et tout, ce truc de ces espèces de cycles possibles quand tu démarres l'humour, quoi. Parce que je pense que Teddy le disait et tout, qu'il a vécu un peu comme moi et tout, t'as ces schémas qui se répètent, quoi. bien sûr. Et le doute, il va forcément arriver. Je pense qu'il y a personne qui l'a pas eu. Et puis, et- il reste tout Et le il temps. reste Quoi. beaucoup, ouais. Enfin, après, il y a un moment donné où effectivement, toi, tu as plus confiance en toi parce que tu sais que ça fait partie du taf, quoi, d'avoir des up and down. Après, tu t'es moins down que tu l'es au début, forcément. quoi. Ouais. Mais Il y a eu un moment quand même hyper important, je pense. Je sais pas combien de temps c'est venu après ton retour dans l'humour, mais c'est le concours Canal+. Ouais, il y a eu ce Qui était, truc-là. Alors, qui a- c'était quoi ça Qui est arrivé assez vite. Bon, en fait, il y a Vivendi. En fait, hors antenne, Teddy, il parlait que j'avais tu vois, parce que moi, ça fait 3 ans, donc nourrissez-vous de ce podcast et des récits de tous ceux qui sont invités. Là, aujourd'hui, je suis le plus jeune, en fait, humoriste que vous invitez, parce que ça fait 3 ans. Mais mon parcours, t'as dit qu'il était atypique parce qu'il est jalonné de trucs comme ça, de je me fais repérer par des trucs de malade beaucoup C'est trop tôt. ouf. Tu vois. Ouais. Mais trop tôt. Clairement, moi, j'ai France Inter, Canal+, du coup Amixem finalement où là ça a donné quelque chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et je gagne des concours et tout, des trucs. Canal+, c'est arrivé très très tôt. C'est Vivendi qui est venu à Lille dans un concours au Zénith où il y avait 150 candidats, un seul gagnant, quoi. D'accord. Et dans la journée, ils en repéraient 3 qui revenaient refaire la même chose que ce qu'ils avaient fait le soir, sachant qu'il fallait faire quelque chose d'1 minute 30, ce qui est une durée qui n'existe pas dans le monde de 1 l'humour. minute 30 sur scène. 1 minute 30, quoi. Mais comment c'est possible? Bah c'est moi je le fais souvent 1 minute 30. Mais pas sur scène. Ah pardon, excusez-moi. Je profite de cette blague pour boire un peu. Vas-y. Mais donc, Là, t'avais déjà ton spectacle ou pas du tout? Non, rien. Pareil. Je venais d'à revenir et de faire mon 10 minutes, sur à au l'époque où Spotlight. t'avais la chanson. Même c'était pas, le tout j'avais début, pas encore. encore. Ah, j'avais pas D'accord. encore. Je refaisais le même sketch que celui de 2013. Vraiment. Et du coup, je fais ce concours parce que je m'y inscris, je le tente. Et c'est 1 minute 30, donc truc de fou. Et je me retrouve devant 5 personnes, 5 filles, qui sont là pour décider du fun de Canal+, qu'est-ce qui est fun sur Canal+, et qu'est-ce qui est fun à Paris globalement. Il y a une personne dans l'histoire qui est Christelle Graillot, qui est assez connue des humoristes et qui travaillait chez Canal, qui travaille plus aujourd'hui, qui est vraiment quelqu'un qui a repéré beaucoup de talent. D'accord. Et en fait, donc clairement, je fais ma minute 30 dans un silence de mort, personne rigole. Et Christelle Graillot dit vous pouvez repasser ce soir. Et donc je me dis si elle dit ça, c'est qu'ils en gardent plus 3 mais qu'ils en gardent beaucoup plus, quoi. C'est pas possible parce que j'ai pas fait rire. Elle dit juste retravailler votre fin parce que j'aime pas. Moi je vais retourner bosser, je bossais à l'époque et je bosse avec Boa, je sais pas, je pense que je suis allé aux toilettes 14 fois, un truc comme ça, parce que je sais que je repassais au Zénith le soir, donc j'y vais, j'ai dû être très mauvais au travail ce jour-là. J'y retourne et là il y a effectivement que 2 personnes avec moi, donc on est plus que 3 sur les 150, quoi. Putain. Et du coup je repasse et là il y a plus que 5 personnes que je connais pas. Là il y a Christelle Graillot qui est encore là et il y a Laurent Veil, que des gens très connus de Canal+, quoi. Et donc je refais et là je leur fais beaucoup mieux parce que j'ai écouté les conseils de Christelle Graillot, j'ai répété 1000 fois dans ma bagnole et j'y vais et je gagne ce truc. Mais du coup très très tôt. Et du coup, moi je me dis c'est bon, ma carrière elle est faite. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là aussi par rapport aux productions à fond. C'est ouf, hein. Mais j'ai plein d'humoristes qui m'ont déjà dit en fait, à la limite, s'il y a des jeunes humoristes qui écoutent, parce que quand t'es jeune, t'es frais et du coup tu peux beaucoup plus facilement gagner des concours que certains humoristes plus rodés parce que t'as un côté un peu frais. Et il faut vraiment se dire que c'est une petite victoire trop cool, mais que ça fait en rien ta carrière parce qu'en fait il faut juste toujours travailler. Mais j'en profite, un truc très important pour les jeunes humoristes du coup qui nous écoutent, la production, ne l'idéalisez pas. C'est-à-dire que c'est une très bonne les repérages. C'est parce qu'on a toujours ce truc de la télé de
si t'es produit, c'est que t'es bon et que ça va Ouais. marcher. Oui. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ouais, c'est clair, Donc c'est clair. il faut Faudrait vraiment qu'on se se poser. fasse une émission d'ailleurs avec, Oui, sur la production. ouais, ouais, sur, avec des producteurs avec des aussi. producteurs. parce qu'on en connaît 2-3. Ouais. C'est qu'on appelle les mafieux, les producteurs. Mais du coup, je gagne ce truc. Et en fait, ça fait un écho dans le monde de l'humour lillois au moins. Ouais, Et du coup, même Isabelle ici du Spotlight, elle le sait. Ok. Et du d'accord. coup, elle se dit, ce mec qui vient de commencer à jouer, finalement, il va plus être premier en scène ouverte, je vais le mettre dernier. D'accord. Enfin, ou dans la fin, quoi. Et Oui, très oui. vite, du coup, je me suis retrouvé à être vu plus beau que j'étais Mm. par ce truc-là. Et J'aime bien le plus beau que j'ai été. c'est Donc, vrai parce que. parce que tu te trouves beau donc. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais tu vois, voilà, tu vois. Mais l'idée. Non, tu mais peux, ce- tu ce- peux. Je te ce le dis, les trou- yeux dans C'est les ça, yeux. c'est gentil. Se trouver plus beau qu'on est, en même temps, regarde, tu fais, et sans vouloir forcément faire des caisses, mais Mm. tu fais Canal+, t'as 150 personnes, t'es Mm. pris dans les 3, tu gagnes. Ouais. Amixem, pour raconter la petite histoire, donc Amixem qui est un des plus gros youtubeurs français, Ouais. tu travailles avec lui depuis 2 ans à peu près Non, ça fait 1 an et demi, Un an, c'est depuis ça. le Covid. depuis donc pas C'est mal ça. de temps. Ouais. Amixem, vous étiez des milliers à 20 000, postuler, ouais. 20 000 à 20 000, postuler. Et le seul truc, c'est que moi, c'était qui tout double. C'était soit Maxime, il trouvait ça cool d'avoir un mec qui fait du spectacle vivant pour venir faire du YouTube, soit à l'inverse. Mais Max, c'est trop ouf parce qu'il me disait, quand il m'a appelé, il m'a dit mais je veux pas que tu t'ennuies. Hein. Tu vas t'ennuyer dans ce que je te propose et tout. Mais pas du tout. Mais il se rend pas du tout compte que non, c'est trop bien. Et que ça vient nourrir. Et alors en plus, il se rend pas du tout compte qu'il allait avoir le Covid et que du coup, je pourrais plus faire de scène. Et que, Donc du coup, ça tombait vraiment coup, très je très suis- bien. Ça te nourrit du coup vraiment. J'étais en fin de droit à Pôle emploi, enfin il se rend pas compte de tout ça. Mais oui, ça me nourrit vraiment, c'est vrai. Et du coup, c'est vraiment un plus et je sais pas comment je vais allier scène et YouTube Oui. après. Mais je pense que ça peut faire un cocktail hyper bien. Mais en tout Ah cas, bah oui. je pense que moi, c'est une chance qui m'est Et arrivée puis ça. tout est lié parce qu'aujourd'hui, être humoriste sans avoir le support des réseaux sociaux, c'est possible, mais c'est plus compliqué. Amixem aussi peut te permettre d'avoir une notoriété, une visibilité. Bah ouais, Pour ouais. après, Bah, clairement. ouais, Aujourd'hui, bah, je crois que la télé et Internet, ça s'équivaut largement en Bah, termes de Internet d'auditeurs. et la nouvelle télévision de toute façon. Ouais. je sais pas si vous savez, c'est con, mais c'est un exemple chiffré de ce qui m'arrive. C'est que donc moi j'avais un sketch sur internet au Field qui devait être à 2-3 000 vues Oui. avant que je sois dans l'aventure à Mixem. Et aujourd'hui Oui, il y a c'est vrai, je l'ai 800 000 vues ce sketch. Ouais. Juste parce que je suis dans des vidéos, donc ils ont Ouais, voulu bah en non. savoir plus. Aussi Mais- parce qu'il est très bon. Mais ça c'est genre. Tu vois, enfin. Mais en tout Là, cas, on va pas- le fait qu'il soit bon pour qu'on le sache, enfin bon, peu importe ce qu'on en pense, mais le fait qu'il soit bon pour qu'on le sache, faut qu'on clique dessus, tu Ah ouais, vois. carrément. Oui. Et du coup, moi, je sais tout, j'ai jamais buzzé, j'ai jamais, tu vois, j'ai juste fait le travail d'humoriste comme plein d'autres gens. Et il se trouve que là, ce sketch-là, ce qui est incroyable, c'est que sur cette chaîne-là du Field, j'ai 800 000 vues. Le deuxième sketch en dessous, ça doit être Guillermo Guise, je crois, je sais plus qui, Alex Ramirez, je crois, Ouais. qui est genre peut-être à 200 000, tu vois, qui a D'accord. 600 000 de moins. Et du coup, je pense qu'il y a des gens au Field qui doivent pas du tout savoir que je suis sur MXM, qui doivent juste se dire mais pourquoi ce Ouais, c'est gars il a 800 000 vues, pourquoi il et Alors qu'Alex c'est Ramirez, pour le coup, a une vraie carrière dans dans l'humour quoi, enfin une vraie carrière par rapport à moi, faut être clair. Donc c'est vrai que ouais. ça peut surprendre. C'est ouf, mais du coup, à moi d'utiliser ultra intelligemment cette exposition, parce que je sais pas encore la mesurer, parce qu'en fait, il y a le Covid et tout, donc je sais pas Ouais. trop dire. Je sais, Oui, c'est ça, t'as été un peu freiné. Enfin, finalement, ton spectacle, il avait combien de temps quand il y a eu le Covid? je sais pas, ça faisait combien de je temps me retourne vers mon metteur en scène. 1 an et demi. Oui, bah, Ouais, donc ça c'est sera ça. dans un an. Ouais. Puis si un t'avais an et jamais demi, ouais. fait de version pareille, mais de toute façon, j'ai l'impression d'entendre que Thomas Dezer ne fera jamais deux versions identiques. Ah si. Alors là en fait il se trouve que c'est compliqué mais pour dire c'est juste que là je crois que je l'avais dit parce qu'en fait le truc c'est que pourquoi je me retourne toujours vers Teddy, c'est que c'est vrai que Teddy a un rôle hyper particulier dans ce que je fais, c'est que la première personne à qui je parle, tu le sais aussi, mais je veux Ouais. dire, la première personne à qui je parle quand j'ai fini de faire mon spectacle, c'est Teddy. Et du coup, C'est le lui, régisseur. il chope tout le sans filtre, tu vois, enfin tout ce que. Ouais. Et- L'émotionnel. Et voilà, tout le truc. Oui. Voilà. Et la première fois que je suis sorti de mon premier spectacle, tu te souviens ce que je t'ai dit? Rappelle-moi. J'ai hâte de faire autre chose, Ah oui. d'écrire autre chose. tu vois. Moi j'étais Ah trop oui. fan, je passe un spectacle génial, puis c'est mon copain, je suis trop content, Ouais. ça marche bien. Et puis je m'attends à l'accueillir, à dire c'était trop bien. Puis j'arrive, je dis c'était trop bien. Il me dit oh, j'ai hâte de faire un autre spectacle. Ouais. En fait, c'est juste que j'avais kiffé le fait que mon piège, parce que ma première version c'était un peu un piège. Je sais pas si tu as vu la toute Le première. piège je pense de pas. l'assurance. Non, le piège de. En fait, mon tout premier spectacle, l'histoire c'est que je démarre mon spectacle et putain, j'oublie un truc. D'accord. Du coup, je recommence mon spectacle. Et je D'accord. le recommençais 10 fois en fait. Ah oui. Et du coup, il n'y avait jamais trop de spectacles quoi. D'accord. C'était que des intros. Et alors, il y a des gens que ça a dû perdre, c'est sûr. Mais c'était. Parce qu'on en parlera peut-être dans mes process d'écriture, mais moi je visualise tout à travers l'angle du concept. J'aime bien tout ce qui est conceptuel. Les mecs qui me font le plus marrer, c'est les mecs qui ont des spectacles concept ou des trucs comme ça.
Mais du coup, mon piège avait marché et je me dis maintenant, maintenant que j'ai fait ce que je voulais faire, j'ai envie de m'amuser un peu plus. C'était ça en fait que ça voulait dire. Mais là, mon spectacle aujourd'hui, je suis hyper content. Enfin, je me dis ça y est, on commence à se rapprocher de quelque chose, De ce que, toi, de ce que j'ai envie de faire. Ouais. Mais c'est fou ce truc de concept et de les gens passent à côté parce que moi j'ai un exemple très concret. Je vois ton spectacle, je suis fan, j'adore. Au-delà du fait qu'on soit copains, vraiment objectivement, j'adore. Et je te survends à ma femme, mais vraiment, je te dis, c'est un génie, faut venir le voir. D'ailleurs, elle voudrait ton numéro, si je peux me permettre. Non, apparemment, je pense pas que ça va être ça la suite de l'histoire. En plus, je crois que je sais ça. Et elle vient, et elle passe, mais complètement à côté. Ouais, et on rentre, et dans la voiture, genre, moi je suis, putain, c'était génial, mais j'adore ce qu'il fait, mais le concept, le machin, puis elle est à côté, elle fait. Vraiment pas quoi. Mais elle est venue la pire fois. Oui, c'est vrai que c'était la pire fois ici. Où c'était un peu ouais, j'ai vraiment pas aimé ce soir-là. Mais j'étais entre deux au moment où je suis passé d'un concept à l'autre et du coup ça c'est horrible parce que et en fait ça va faire un lien avec Canal, c'est que vu que j'ai Canal et tout, Isabelle très vite elle me dit bah on programme quand ton spectacle alors que j'avais pas de spectacle et moi je me suis dit bah Jérémy Crédville disait qu'il fonctionnait vachement à la deadline et moi aussi en fait vraiment faut y aller quoi. Ouais, j'aime trop ça et j'aime même trop que là tu me dises vas-y dans 30 minutes je veux un sketch marrant sur les abribus et ben moi je vais être excité mais parce que toi aussi tu viens de l'impro et on vient de l'impro bah allez go et là où je sais qu'il y a dans l'humour des trucs que je suis pas capable de faire, ça je suis persuadé que je peux le faire tu vois parce que ça m'excite. Après il sera peut-être t'aurais été super bon toi chez Ondar pour le coup. J'aurais adoré ou être auteur chez Ondar tu vois parce que on en parlera aussi moi si je deviens juste auteur d'humoriste et tout et que je joue un petit peu je serais content tu vois. Je suis pas à la recherche de la célébrité du tout ou quoi. Tu kiffes plus le process d'écriture finalement que d'être sur scène? Ouais. Pour moi c'est une science que j'adore décortiquer. Quand je regarde un spectacle je suis insupportable parce que je ris pas alors que je passe un moment de fou mais, et des fois non mais du coup je trouve que les enfin j'adore scientifiser mais du coup ça peut rendre quelqu'un de chiant sur scène je crois tu vois. Je pense très vite je vais devenir peut-être un humoriste chiant à vouloir faire le truc que personne n'a fait qui mindfuck les gens mais qui du coup n'est pas si drôle quoi. Enfin pas universel en tout cas. C'est le risque. En même temps professionnellement moi j'ai rarement eu des débriefs de spectacle aussi intéressants qu'avec toi. C'est gentil ça t'es parce dit. Que non mais très sincèrement parce qu'on est tellement dans la précision. Et puis c'est ce que j'aime. T'es un torturé clairement. T'es un torturé sur l'humour Non mais dans le bon sens du terme, dans le sens non il va bien arrête, va pas lui dire ça. En plus je vais bien, vraiment je vais bien. Tu décortiques tout. Et vraiment moi j'ai eu des appels avec toi dès le lendemain de spectacle qui étaient hyper intéressants. On restait 1 heure au téléphone à décortiquer le spectacle et je trouve ça trop bien. Je trouve ça vraiment bien. Et ben justement, tu parlais d'écriture. Comment ça fonctionne chez toi? Tu as des rituels, des process, des timings, des endroits où tu as besoin d'être bien? Tu parlais de deadline. Ouais, j'ai plusieurs. Il y a plusieurs trucs différents. Mais un truc que moi je conseille à beaucoup de gens quand ils démarrent l'humour et tout, c'est ce truc de dès que quelque chose te fait rire, même en soirée entre potes et tout, tu as un Google Keep et tu le notes absolument. Parce que tu t'en souviendras plus le lendemain, c'est sûr. Et moi le mien il fait 17 km tu vois et moi aussi donc on a cette espèce de même process et du coup tu viens rechercher ça parce que je vais encore donner un exemple d'un humoriste dont j'ai aussi parlé à Teddy. C'est un gars qui s'appelle Jim Jeffries qui est un gars qui raconte des histoires de 15 minutes sur scène. Ces histoires sont incroyables parce que déjà il tient son micro comme ça, c'est un délire, il parle, il tient, donc là vous m'entendez pas mais là vous m'entendez pas je disais et du coup il crée une vraie proximité, genre c'est un pote qui te raconte quelque chose sauf qu'en vrai il laisse rien au hasard et que son récit il a gommé tous les mots, toutes les virgules, il les a mis au bon endroit pour que ce soit ultra chouette à vivre, hyper fluide Mustapha El Atrassi en France c'est le seul qui est de ce niveau là je trouve, quand il raconte une histoire de 15 minutes il est capable de te la rythmer. Et pourquoi il fait ça? Parce que je vais te donner un exemple de, pour moi, la meilleure écriture de Jim Jeffries, c'est qu'il explique qu'il a dû faire un sketch pour l'anniversaire du mari de Maria Carey. Il raconte ça, ce truc il est ultra drôle et il vient le ponctuer de punchlines qui, je suis sûr, n'ont pas du tout été écrites pour ça, mais qui vient mettre. Par exemple, à un moment, il dit il y avait de la bouffe de riche sur la table. Il dit c'est comme de la bouffe de pauvre, mais avec de la truffe dessus. Tu vois, et ça, c'est une punchline qui isolément est drôle en fait. Mais lui, il vient la mettre dans un récit où ça a du sens. Et je trouve que quand tu as un Google Keep, t'as beau avoir envie de faire un sketch sur le championnat du monde de volleyball, et ben du coup t'écris ta trame et après tu vas venir chercher une vanne que tu penses peut se mettre logiquement. Moi je fonctionne comme ça aussi en écriture. Cool. Et j'en parle dans le livre justement. Google Keep c'est top et puis après t'as le niveau au-dessus, Evernote et tout ça où là tu peux faire ton Wikipédia. Ouais c'est ça.
Et le petit jeu qu'on a du coup quand on a cette méthode comme toi et moi, c'est que la façon dont tu as foutu ta vanne, elle soit le moins artificielle possible. Oui. Et c'est là que c'est dur, quoi. Ouais, parce que souvent tu dis putain, alors des fois tu vas la tourner ou moi c'est pour ça que je me forçais à faire sur Facebook, j'ai fait ça pendant je sais plus 3 ou 4 années, les questions à la con quoi, se demande si, et ça me forçait à avoir, mais aujourd'hui quand j'écris je vais taper là-dedans quoi. Mais effectivement faire que le lien soit, enfin que ça vienne pas comme un cheveu sur la soupe, effectivement. Mais t'as vachement décortiqué toi en fait finalement aussi l'humour, je veux dire dans le processus. Ouais, à fond. Bah c'est même à mon niveau, j'ai déjà donné des cours à des humoristes, alors que ça n'a pas de sens. Normalement, il faut avoir plusieurs années de carrière, mais c'est juste que je sais que même si je suis pas le meilleur humoriste du monde, t'as une technique. J'arrive à voir ce que veut faire l'humoriste sur scène en fait. D'accord. J'arrive à comprendre et j'arrive souvent aussi à voir pourquoi ça a pas marché, tu vois. Mais c'est pas pour autant que moi quand je fais, des fois ça marche pas, et que par contre pour moi j'arrive plus trop à voir. Mais c'est des démarches différentes. Dans le sport, les meilleurs entraîneurs sont pas forcément les meilleurs, les meilleurs joueurs. C'est clair. C'est des... Moi j'étais pas la meilleure majorette. Et pourtant je sais. C'est pas vrai, j'avais fait ça. Qui dit pourtant. Donc processus, donc t'as Google Keep, et après concrètement quand tu dois dire ta thématique, ton... Là c'est là que va résonner le truc du concept. Ça dépend en fait quand je cherche à construire mon heure ou un 7 minutes. Ouais. Allez, partons sur un 7 minutes par exemple. 7 minutes pour moi, mais c'est vraiment ma vision du truc. Pour Bien moi, sûr. un 7 minutes, c'est un braquage. C'est un braquage où ça doit pas forcément représenter ce que fait ton spectacle. Par contre, ça doit juste dénoter par rapport à tout ce qui va se faire dans la soirée. Et que du coup, tu dois tricher. Pour moi, c'est de la triche. Et c'est en ça que je suis en syndrome de l'imposteur. C'est que ce truc-là, pour moi, un 7 minutes... en fait, on a tous fait des festivals où quelqu'un disait... dans les concurrents, quelqu'un te disait moi je fais pas du stand-up, je fais du seul en scène, moi ça raconte une histoire, moi c'est du sketch, moi c'est du perso, et du coup je vais pas forcément marcher parce que j'aurai pas le temps d'installer et tout. En fait mais ça, des excuses, moi je m'en trouve tout le temps aussi, mais là pour moi tu réponds pas à l'exercice, parce qu'en fait même si t'as une histoire trop bien qui est trop cool à voir sur une heure, faut que tu triches sur ton 7 minutes, et qu'en fait ton histoire on s'en fout, et que là t'es en train de balancer un truc où t'es censé avoir ton rire toutes les 7 à 14 secondes. Alors tu n'y arriveras pas forcément, parce que ça dépend aussi si tu joues devant 3000 ou devant 4 personnes, c'est pas la même ambition, c'est pas la même difficulté, c'est plus dur devant 4 quoi. Mais par contre pour moi tu dois le raisonner comme ça, c'est hyper dur, et c'est pour ça qu'il y a des gens ce 7 minutes là, notamment c'est très courant sur Paris, on le sait, et que ton 7 minutes, une fois que tu l'as taffé, tu l'as poncé, en fait tu le gardes, et t'as tellement galéré à le faire que tu vas le jouer pendant 3 ans. Et si t'as pas le syndrome de l'imposteur, tout va bien, et si derrière t'arrives en plus à écrire sans trop tester, t'as un bon humoriste. Mais pour moi c'est un braquage quoi. C'est un braquage, et puis dans le sens inverse aussi, ça peut te porter préjudice. Moi c'est pareil, j'ai connu un mec qui a fait beaucoup de télé, alors je vais pas donner son nom, envoyez-moi un message privé, je le dirai, qui a fait peut-être 10 ans que de première partie et que de plateau. Il avait un 10 minutes. Je sais qui c'est. Moi aussi je sais qui c'est, on sait tout ce qui c'est. Ouais, on peut pas le dire. Mais attention, il a fait des très grandes premières parties, c'était, mais à la virgule près, c'était parfait. Sauf que un jour il a voulu, mais au bout de 10 ans de faire ça, il a voulu faire son spectacle. Et il n'y a pas à dire, c'était pas au niveau quoi. Il était pas capable. Il était juste pas capable. Et c'est presque un autre métier, c'est fou. C'est pas la même chose. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que moi j'ai ce souci-là en spectacle, je ne doute pas. Enfin, je ne doute pas. Si, je vais avoir des doutes à des moments, mais comme je connais mon spectacle, comme je connais ce que ça raconte, ça va retaper un moment. Je sais que les gens sont venus aussi pour moi. Alors ça veut pas dire que ça va être drôle tout le temps, mais par contre, la scène ouverte, c'est fou, mais moi c'est vraiment compliqué à vivre pour moi. Et alors le fait de voir effectivement les autres humoristes, ceux qui marchent pas, tout ça, moi le doute, je l'ai plus là à la rigueur, tu vois. La scène ouverte, c'est exactement ce que tu disais, la scène ouverte, le public ne vient pas pour toi, alors qu'à ton spectacle. Puis il est culbuté entre 17 univers, alors faut vite qu'en 2 phrases ils comprennent ton univers, sinon game over. C'est ça. Mais carrément. Mais après, mais c'est marrant parce que toi t'as ce truc là sur le spectacle, et moi je suis en train d'évoluer là-dessus, mais j'ai longtemps été dans cette espèce de position de le public il veut juste ma mise à mort, tu vois. Et du coup c'était vraiment mais t'as raison. Mais c'était horrible, mais parce que c'est pas bien, parce qu'en vrai un mec qui sort de son boulot, qui a payé 16 balles pour te voir, normalement en fait il veut juste kiffer, tu vois. Mais vu que moi normalement il t'aime bien, ou alors il y a forcément 20-30% qui sont juste venus par hasard, par quelqu'un, par Teddy qui ramène sa meuf le jour où je suis pas bon, et ça peut arriver. Par exemple. Et du coup moi j'étais en mode
il veut juste que je tombe, alors que c'est pas vrai. Peut-être qu'il y a des humoristes qui se passent en même temps que moi sur le plateau et qui eux veulent que je tombe, mais eux on s'en fout en vrai. Par contre, Je pense pas. non. Alors je te le dis, tu es aimé du monde des Ah, humoristes. ça c'est gentil vrai. ça. Non, mais c'est vrai. en C'est plus. gentil. Un Bah, petit peu arrogant, mais. Non. Non, mais- Vengeance. Mais parce que moi je les aime Non, non. profondément. En fait, les mecs qui montent et tout, c'est très rare que un gars, je me dise, putain, il fait chier. Enfin, ça m'est déjà arrivé. Hein, franchement, parce que des fois, il y a des gens, ils montent sur scène et je sais qu'ils sont pas. Tu sais, quand t'es en fin de promo et tout, et qu'il y a quelqu'un qui monte juste pour le délire et qui du coup, au lieu de faire 7 minutes, il fait 17 parce que ce soir-là, ça se passe bien pour lui, alors qu'il a rien à jouer. C'est très Bah, agaçant. ça fait un peu chier. Et Ouais. là, je peux être un peu. Parce que je trouve qu'il joue pas le jeu, mais sinon, le reste du temps, c'est putain, t'as fait cet effort-là de fou. Et du coup, et c'est pareil sur Twitter, sur truc et tout, sur tu vois, dès qu'il y a quelqu'un qui fait un buzz et que du coup, bah, sa carrière, elle est un peu transformée comme ça, je vais finir dans un premier temps par dire ouais, ça va trop vite pour lui, ça va trop vite pour lui, et après je me fais l'avocat du diable et je le défends parce que putain il est monté, il a fait ce truc là, donc il y a cet amour profond. Mais par contre cette mise à mort là, ce truc, j'ai eu ce truc là longtemps et ça m'est un peu passé, mais c'est pour ça que moi, vous connaissez du coup mon spectacle et tout, je ne fais que parler du prix de la place pendant 1 heure parce que et du coup je l'ai fait dans un premier temps sous l'angle de l'humour noir et après dans le sens où vous auriez pu faire beaucoup mieux de cet argent, et maintenant je le fais dans le sens où voilà ce que ça vaut ce spectacle à 16 balles, à 17 j'aurais fait ça, à 15 j'aurais fait ça, Ouais. parce que là du coup je trouve ça plus rigolo de se rendre compte que ce qu'on fait ne peut pas être valorisé Ouais. monétairement, parce qu'en fait les gars, vous donnez 16 balles, mais nous on donne beaucoup plus parce qu'on peut se gâcher un mois de notre vie, en tout cas on peut se gâcher Oui. une soirée, et le temps c'est le plus précieux. Je vais peut-être vous niquer 1 heure, Ouais. plus le trajet, le coût de la babysitting. Puis ce qui est Mais- hyper drôle, c'est de dire moi, j'adapte mon niveau d'humour à ce que vous payez. Ouais. Parce que je pourrais faire largement Ouais. plus. Bah, c'est ça. Mais finalement, C'est ça, finalement c'est ça. tu déclines tout. Tu dis si c'était à 10, si c'était à Ouais. 12 et tu Oui, le fais oui, quand oui. même. Ouais, C'est c'est ça ça. Mais c'est parce que je trouve ça. Enfin, le mec qui. Je pense que tout le monde là, à la 4ème lecture de ça, c'est de se dire ouais, en fait, c'est drôle de mettre de l'argent, et c'est drôle de même créer, ne serait-ce que comparer deux humoristes, ça n'a aucun sens. Mais oui. bien En sûr. scène ouverte, quand on me dit je t'ai préféré toi, je suis content, je le prends parce qu'on a un ego. Mais Ouais. en fait, t'as envie de dire mais non, mais nous compare pas, mec, on est juste. Mais c'est Puis compliqué. on a quoi. Je peux tellement un raconter un truc, parcours. c'est juste pour l'ego, mais on en parlait hier. Et je Ouais. me suis souvenu. J'avais un truc il y a quelques années, j'adorais faire ça. Et je le raconte parce que j'étais très content de moi et je l'ai pas vu, j'ai jamais vu personne le faire. En fait, quand on faisait une scène ouverte, moi j'avais un PowerPoint à l'époque. Et je demandais à quelqu'un d'extérieur, quand les gens étaient installés, de venir ici, là, sur la marche et de prendre une photo discrètement des gens. Et je l'intégrais dans mon PowerPoint. C'est drôle ça. Ouais. Et quand j'arrivais sur scène, je disais, bah voilà, machin, tout ça. La photo apparaissait. Je disais, bah vous avez payé 20 balles. Vous c'est gratuit, vous êtes invité. Toi, t'es mal coiffé. Il y avait des ronds qui apparaissaient au fur et à mesure. Et j'étais plutôt fier de ça. Je trouvais C'est que une ça drôle de marchait ouais, bien, c'est j'étais très marrant. content. C'est très marrant. Voilà, C'est et je l'ai hyper plus moderne. jamais Enfin, c'est refait. hyper. Mais, je suis content. Alors, du coup, je vais Ça revenir au processus parce que là, on tourne autour. Mm. Enfin, on tourne autour. Non, c'est hyper intéressant, Ouais. hein, tout ce Parce que qu'on je dis, dit. si je te fais chier Mais avec du mes coup, anecdotes, non, pas du tout. Excuse-moi, Je Teddy. rigole, C'était vraiment t'inquiète. pas. On digresse, Je c'est juste m'excuserai. pour dire ce truc-là. c'est Grèce. que- Oh, Ah, mais moi, c'est un mot Mais tout de suite qui me on parle. me reproche de parler d'humour que sérieusement, c'est ouf. Mais non, mais moi, j'aime bien. j'adore. Mais moi, ça, tu vois. j'adore. Moi j'adore de ça. ouf. Tu sais à qui Mais- tu me fais penser là en discutant, hein, j'écoute beaucoup, je ne connais pas, on s'est jamais rencontré, Navo, Ouais. qui a vraiment Ouais. ce côté Bruno aussi Maffio, d'analyste. Ouais. Et moi j'aime bien parce que je pense qu'à un moment donné tu progresses. Alors il y a la première phase où tu écris, tu sais pas, tu es inspiré, tu vas, c'est ta couleur. Et à un moment donné, si tu veux progresser, tu es obligé d'analyser. Enfin, il me semble, ou en tout cas si tu veux être bon dans ton art, il faut pouvoir toi l'enseigner. Tu en Ouais, parlais ou- tout à l'heure. Et Ouais, pour ouais, l'enseigner, ouais. ben, il faut la pédagogie derrière. Ou Quoi. bien t'entourer, parce qu'il y a des trucs aussi, je sais pas, je pense qu'il y a des gens, je sais pas, je vais te dire Alban Ivanov, Inès Rec par exemple, Ouais. c'est des gens qui naturellement, ils ont un truc putain visuellement qui dégage Ouais. que je me dis un mec comme moi je l'aurais jamais, tu vois. Tu vois, ce type de truc que bah, tu peux rien faire, c'est la nature qui t'a donné ce truc de, tu vois, Alban Ivanov pour faire le mec, il dégage d'emblée, son neutre dégage déjà quelque chose. Ouais. Et du coup, par contre, je pense que c'est un gars, mais je le connais pas. Mm. Mais il me semble que, parce que j'ai joué une fois avec lui et que en fait, il a vraiment un auteur et que du coup, il écrit un petit peu, mais je pense qu'il se fait vachement aider. Mais, Ouais. mais du coup, il s'est bien entouré et du coup, il s'est fait façonner. Pourquoi je te raconte ça? Mais il s'est fait façonner son truc, mais il a quand même, au-delà de la technique et des questionnements, il y a aussi ce truc qui est irrattrapable de je dégage ça Ah oui. physiquement. Ouais, en plus de. ouais, ouais. D'accord. Mm. Et donc, processus, tu as ton Google Keep. Oui. Et après, tu fonctionnes comment par partie, pour un spectacle par exemple. Ouais. Un angle d'attaque, enfin. Bah là, Moi, moi,
je cherche mon concept. Ouais. Donc du coup, c'est vrai qu'en soi, j'en ai eu 3 sur le même spectacle, mais maintenant aujourd'hui, mon concept, une fois que je l'ai... Tu peux revendre les 2 autres je l'ai d'ailleurs. trouvé- en vrai, il y en a un que je pourrais vendre en entier, vraiment. Ah ouais. Le tout premier, je pense. Mais après, il a sûrement un peu mal vieilli. Enfin, il y a sûrement des trucs quand même à bouger, mais parce que ça reste un première écriture et tout. Donc, voilà. Mais le concept, genre là, celui d'aujourd'hui, c'est juste je suis un gars qui adore le one man, qui absolument veut faire du one man, mais il s'est rendu compte que les bons one man, c'est ceux qui racontent des anecdotes parce qu'ils ont vécu des choses. Moi, le problème, c'est que j'ai rien vécu dans ma vie. Par contre, il nous reste 55 minutes à passer ensemble. Donc maintenant, il faut que je trouve quelque chose à vous raconter. Et c'est cette quête-là pendant 1 heure. Donc c'est une D'accord. quête. Donc ça se symbolise sur le format de la quête. Donc ça suit le même profil que le Seigneur des Anneaux, tu vois. D'accord. Mais sauf que je suis sur scène et que j'ai rien à dire. Mais la quête, quoi, en tout cas. C'est La quête de trouver quelque chose à Et dire. en même temps, c'est un postulat parce que, évidemment, que bon, à 17 ans, non, mais évidemment qu'à 30 ans, tu peux des fois même avoir plus de vécu que quelqu'un de 50 ans parce que la vie a fait que. Parce que Bah là, je suis pour dans la plein de merde. raisons, quoi. Je suis dans la merde parce que j'en parle, le Covid, je vois ça soit comme une renaissance, soit comme une affirmation de ce personnage. Mais aujourd'hui, je suis sur YouTube. La semaine dernière, j'ai dormi sur une île déserte. Hier, j'ai construit des fusées. Je peux plus dire qu'il m'est rien arrivé. C'est pas possible. Tu vois. Ta vie, ouais, c'est T'as clair. quel âge, on t'a pas demandé? J'ai 31 ans. 31 ans, Ah. donc tu vois, t'es pas non plus un nouveau-né, quoi. Non, bah puis de toute façon, en vrai, j'ai vécu des trucs, mais je considère quand même que j'ai une base très Oui, normale, oui. tu vois. Là, on en parlait avant, il se trouve que j'ai interviewé Joey Starr, tu vois. Oui, c'était il y a cette pas semaine, longtemps. ça. Il y a La 2 semaine semaines, ouais. dernière. Mais j'ai sorti cette semaine en D'accord. podcast. Et en fait, le truc, c'est que tu vois, Joey Starr, il expliquait en fait, je lui disais, tu lis un peu sa bio et tout, sa vie, elle est ponctuée de plein d'accidents, mais si t'as un mec producteur d'Hollywood qui se balade à côté de lui, il va raconter une anecdote et le mec d'Hollywood il va dire bah c'est bon, on produit, tu vois. Ouais. Moi, mes parents ils étaient instit, Ouais. ils étaient là pendant les vacances scolaires, j'ai passé ma première communion, bon ça va quoi, tu vois. Hollywood se bat pas pour acheter les droits. Ouais. Donc je me suis nourri de ça, tu vois. Tu vois, c'est cette base-là, je me suis nourri pour raconter cette histoire. D'accord. Mais en vrai, oui, bien évidemment qu'il m'est arrivé des trucs, mais moins que Joey Starr, quoi, c'est Ouais. ça que je veux dire. Ouais, j'ai une proposition à faire, Émilie, tu Ouais. me dis ce que t'en penses. Parce que ça fait déjà, je pense, un bon 3/4 d'heure qu'on Oui, est ensemble, qu'on discute. c'est On a- le moment. Non. Ah non. Justement. Justement pas. Justement, parce que normalement on a les questions rafales qu'on Ouais. connaît Ouais. du coup vu que tu as vu le Ouais, podcast. ouais. Mais tu as aussi une grosse partie de ta vie qui est liée au podcast où tu as beaucoup d'expérience, où tu as Ouais. quand même des choses à dire, je le sais. Ouais. Je sais aussi que tu as d'autres choses à dire. Moi, ce que je propose, c'est qu'on continue là pour le dernier quart d'heure à parler de scène et à discuter, mais qu'on ne fasse pas la question rafale et que tu reviennes pour un autre podcast. Parce que je sais qu'il y a vraiment. J'aimerais trop que tu reviennes. Ah, moi, je sais que tu as vous beaucoup de kiffe, choses hein. à dire. Ouais. Vraiment. Ouais, de ouf. Bah après, moi, je parle trop, c'est mon défaut. Mais Non, non, t'es non, Raphaël, parce mais- que enfin, Et c'est je te connais exactement. assez pour savoir ce que tu as à dire. Ouais, bah après, je pense qu'on peut largement refaire une autre heure sur d'autres axes de travail et sur d'autres choses. D'accord. Et du coup, je propose que les questions rafales, on les fasse la prochaine fois, comme ça tu seras obligé de revenir pour les faire. Bah, avec Ouais. plaisir, moi. Voilà. Faut voir. C'est quoi ton rapport au doute, à l'échec Bah, j'ai un problème de tout ce que je fais, je l'envisage sous l'angle de la performance. Et en plus, on en parlait avec. Exigence. Bah, c'est cette espèce de truc de. C'est pas qu'il faut que je sois le meilleur, mais. Tu veux te dépasser toi-même. Ouais, il faut que ce soit bon, quoi. Faut juste et c'est toujours sur le même angle faut qu'on se dise ce type-là est drôle. Pourtant, je suis pas le plus drôle, tu vois, je suis pas le mec le plus drôle. Et je veux dire, instinctivement, que je te parlais d'Alban Ivanov et tout, il y a des mecs comme ça sort. Par contre, je veux absolument que le premier truc que tu dises sur Thomas Dozer, c'est qu'il est drôle. Et ça devient presque maladif. Et du coup, je suis en train vachement de revenir là-dessus parce que j'ai une de mes copines qui m'avait dit en réunion, t'es chiant à toujours vouloir la petite vanne, tu vois. Et du coup, c'est vrai que ça peut user. Ou alors, j'avais une belle-mère qui quand je disais, il fait beau aujourd'hui, elle faisait. C'est quoi la ref, enfin, c'est quoi la blague, tu vois. C'est Parce quoi la que suite elle croyait que je faisais des blagues tout le temps. Et en fait, ce truc-là, parce que là j'en parlais justement avec Amixem dans les vidéos, je lui disais, bah moi, ce que je préfère c'est ces vidéos-là. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était des trucs liés à la performance. Et que moi, dans les vidéos, à chaque fois, je veux juste sortir une punch. Mon cerveau, il se met en processeur punch. Donc des fois, je profite pas de certains tournages parce que je veux juste qu'il y ait des bonnes punchlines. Et je suis en train d'essayer d'évoluer là-dessus aussi, tu vois. Et alors Mais- comment tu C'est que la première fois que j'entends un mec dire j'essaye de travailler sur le fait d'être un peu moins drôle que. Non, parce que tu vois, en fait, c'est juste que des fois, quand tu fais que des punchlines, finalement, il y a plus de fond, il y a plus de Oui. moments de vie. Ouais. Et du coup, tu perds un peu ça. Le temps présent quoi, puis tu profites moins surtout. Ouais. Ouais.
Et même sur scène, hein, parce que du coup, je viens de l'impro à la base. J'ai plus d'expérience en impro qu'en one man. Ouais. Et l'impro, je l'utilise pas. Enfin, Teddy peut le confirmer qu'il a vu tout. J'utilise très très peu dans mon spectacle, ou même sur scène. Alors que c'est obligé que j'ai certains réflexes parce que je viens de là. Mais j'ai scindé les deux parce que je veux tellement que mon truc soit au millimètre et que ma virgule, tu me la déplaces pas. Alors que ça arrive, il y a toujours des. Que du coup, j'utilise pas l'impro. Mais du coup, c'est en ça que je peux progresser en vrai. Comment est-ce que surtout tu arrives à déconnecter ton cerveau pour profiter de ta vie de couple, de ta vie de famille, est-ce que tu arrives à justement à pu être en recherche de punchline, c'est-à-dire demande à ta copine, enfin vraiment. C'est devenu ma femme depuis. Oui, c'est vrai que c'est ta femme. Je veux dire tu vois que ta copine te dise pas je t'aime et tu fais vas-y tire mon doigt, tu vois, est-ce que tu arrives à vraiment Putain, c'est glauque ce que tu racontes. non. En fait, il y a des mecs qui sont tout en pompé là et tu vois. Non, j'en suis pas là parce que du coup vu que je suis un peu comme là aujourd'hui, tu vois, j'ai pas fait de vague quasiment aujourd'hui. Et c'est très bien. J'intellectualise, j'adore ça, tu vois. Mais le fait est que par contre l'arrêt, c'est un vrai problème chez moi, c'est que même le soir, j'en suis au point que je suis obligé d'écouter des podcasts avant de dormir parce que sinon mon cerveau a besoin de réfléchir à quelque chose. Ça je te demande parce que un peu je t'en ai déjà parlé de ça et c'est un vrai problème, c'est que du coup aller me coucher m'angoisse quoi. Ouais, d'être stimulé, ouais, carrément. Et du coup, est-ce que tu arrives quand même à être content de toi? Ça t'arrive? Ouais, franchement, ouais. Ok. Non, mais parce que ça pourrait te mettre, tu sais, l'impression d'être toujours meilleur, de tout le temps. Non, c'est loin d'être tout le temps, mais par contre, bien, il faut reconnaître quand on fait du bon travail. Mais il y a plein de projets dont je suis super fier de moi. Mais par contre, je suis ultra, même là pour revenir à YouTube, je sais que les monteurs ils me connaissent et tout maintenant, mais du coup je fais des retours des trucs alors que ce que je fais sur YouTube c'est censé être un peu plus du consommable qu'un spectacle ou qu'un truc. Mais j'ai des fois des trucs où je peux avoir des vraies frustrations juste parce qu'il y a une vanne qui a été coupée et qu'entre la sortie de la vidéo et la AV finale, j'ai pas eu le temps de le dire au monteur pour qu'il puisse le changer et ça peut me bousiller une soirée complètement où je ne fais que penser à ça alors que c'est une vanne que le viewer il l'aura pas et c'est pas grave. Mais par contre, à l'inverse, il y a des vidéos, je vois la V1, je fais cool, j'ai fait le taf, on a fait le taf, la vidéo est bien, ou alors j'ai fait un passage, ou alors mon podcast de cinéma ou mes autres podcasts, le truc sort et je me dis, ouais, on a donné ce que les gens viennent chercher, donc je suis content, je suis pas non plus tu vois, un fou quoi. Mais... Donc, t'es un passionné de cinéma? Tout à effectivement, ouais. Alors, explique-nous un peu, t'avais fait des études là-dedans Moi, je fais exprès de pas lire les biographies. Ouais. non, moi j'ai fait management général des business units. Putain. Voilà, un master de ça, je sais pas ce que ça veut dire, mais je l'ai le master. Et non, à la base, moi je me destinais à du commerce et tout, mais j'étais pas du tout fait pour ça. Mais c'est, tu sais, quand ça se passait à peu près bien à l'école, du coup, mes parents, ils ont eu ce que je disais, quoi, ils ont eu une trajectoire où t'as un boulot, t'as ta famille, et du coup, bah, eux, ils me donnent toutes les chances pour que je réussisse là-dedans. Et après, au bout d'un moment, le désir artistique est tellement latent que, tu vois, moi, c'est ce truc-là, c'est que je sais que je vais crever en ayant fait au moins une fois à 1 heure, en ayant au moins une fois joué dans une salle de plus de 1000 personnes, c'est coché sur ma liste et c'est le truc dont je suis le plus heureux et plus fier de ma vie, quoi. Donc quoi qu'il arrive. T'as une dream list? Bah ouais. Alors c'est quoi les plus grands rêves de Thomas Dezer? Ah. Vas-y, tu peux dire. Hein. Bah, j'aimerais écrire une comédie pour le cinéma, ça ce serait fou. Ah ouais. J'aimerais avoir un talk à la radio. Ouais. Voilà. Et j'aimerais faire une BD. Voilà. Bon, tout ça c'est possible. La BD c'est acté, là, c'est daté. Ça va être Allez, fait. raconte. Ouais, ça va être fait. Alors j'ai pas le droit de le dire par contre. Ah. Mais je te le dirai après. C'est pour quand? Ça se fera dans l'année. Ouais. Ok. Ouais, cool. Mais j'ai pas le droit. Pour Noël. Mais, On pourra naquater c'est ça. dans des conditions très spécifiques, mais j'ai pas le droit de le dire. D'accord. Ouais, non, je comprends, y a pas de souci. Mais c'est trop bien. Enfin, c'est déjà super. Mais Donc j'avais. tu dessines ou bien toi tu es auteur? C'est van. Enfin, c'est scénario humoristique. D'accord. Ouais. Génial. Bah, j'espère que ce sera bien, mais voilà. Cool. Moi, il y a un sujet qui m'intéresse pas mal et on en a déjà parlé. Quand d'un coup tu fais des vidéos, donc avec un Mixem qui touche des millions de personnes, forcément tu tombes sur les haters. Ouais. Comment tu vis? Ah oui. Tu vois, d'un coup quand tu passes de juste les spectacles sur scène où tu as un retour direct je vais lire des mecs qui me disent que je fais de la merde alors qu'on se connaît pas et qui le diraient qu'il arrive. Ouais. Je me rends compte que j'ai pas du tout répondu à la question d'Emilie tout à l'heure, mais j'y reviendrai, mais c'est pas grave. Non, mais sur le cinéma, mais on s'en fout. Mais parce que dans le spectacle de Jérémy, t'as parlé de moi 2 secondes où t'as dit sur les commentaires, notamment des vidéos. Oui. Parce qu'en fait, je t'avais fait part une fois. En fait, nous, on a eu de la chance dans notre histoire, parce qu'on est 3 à avoir été embauchés par Max. C'est que on a eu une acceptation directe très forte des gens. D'accord. Ensuite, il y a eu une vidéo, on s'est fait chier dessus, mais genre à un niveau de fou. Et il a fallu 2-3 vidéos pour que les gens s'en remettent. Et après, ça y est, maintenant, on est accepté.
Ça va très vite. Hein. Mais alors, du coup, j'ai dit les gens. Et c'est ça toute la différence avec ce que disait Jérémy Crédville, qui lui lit les retours des gens sur ses chroniques. Ouais. C'est clairement les gens qui regardent les chroniques France Inter, c'est une partie de la population. Mais comment dire ? Moi, la façon dont je vois les commentaires, c'est comme si tu décidais qu'un président il avait été élu en ne regardant que les résultats de la Bourgogne. D'accord. Je m'explique en disant qu'en gros, moi, je suis un mec qui consomme du YouTube et du truc depuis toujours. Je n'ai jamais laissé un seul commentaire sur cette plateforme. Quoi. Et ce qui veut dire que des gens comme moi et comme toi, il y en a plein. Et par contre, ceux qui mettent des commentaires, pour moi, ils appartiennent à une typologie de gens. Du coup, ils représentent une typologie de gens et qui en fait ont un avis qui peut être tranché dans un sens ou dans l'autre, mais en fait un avis qui veut rien dire parce qu'il est infinitésimal par rapport à plein d'autres, et surtout il concerne un type de population. C'est comme si tu plaisais pas aux Mexicains. Enfin, ouais. Et bah ok, et en soi il se trouve que moi je ne lis plus du tout les commentaires, mais que je sais que c'est très positif, que en gros j'ai eu enfin on a, parce qu'on est globalement tous traités de la même manière tous les trois, mais je sais que en fait et je sais pas si moi si je voyais 3 gars avec un gars aussi connu, si je nous aimerais, hein. Donc en soi moi en vrai je confirme que tu as des très bons commentaires, parce qu'avec Karl Descamps, qui est un très bon ami, qui est humoriste aussi, lui, ouais. on fait les débriefs de tes vidéos, on va nous lire les commentaires, et à chaque fois au téléphone on dit t'as vu les commentaires de Thomas, ils sont trop sympas. Il faut vous dire que Donc, c'est une population qui dit ça. Le vrai truc ce sera de voir au moment où moi je ferai un projet annexe, ou alors qui c'est là que tu suivra. verras les retombées. Et pour moi le seul truc de voir sur la scène, mais le seul truc pour moi qui doit, là pour le coup je suis hyper clean dans ma tête avec ça, c'est que tant que dans une vidéo de Amixem j'ai le sentiment de pas me trahir, pour moi j'ai gagné, parce que encore une fois j'ai jamais été un gars qui était à la recherche de l'ultra célébrité. Il se trouve que je me retrouve à devenir un des gars du spotlight les plus exposés, parce que c'est comme ça, hein, c'est un truc de fou, et moi j'arrive pas trop à le voir, mais quoi qu'il arrive j'ai ma tête, mais les gens ne savent pas forcément associer mon nom à ma tête, mais par contre il y a énormément de gens sur l'année qui ont vu ma tête, enfin c'est comme ça, et le truc c'est de savoir qu'est-ce que je veux en faire de ça. Mais il y a des gens qui m'aiment vraiment bien pour ce que je fais dans ces vidéos-là, ils vont me suivre et ils vont pas être déroutés, parce que c'est ça mon objectif, c'est qu'ils soient pas déroutés. Mais on parle à tellement de gens que de toute façon il y a des gens qui vont me suivre, c'est sûr. Donc t'as quand même une certaine entre guillemets ligne artistique, tu sais ce que tu veux donner, tu sais ce que tu veux. Tout à l'heure t'as dit une phrase au tout début du podcast qui était hyper intéressante, tu disais mais là je serais pas fière de mon travail d'humoriste. Est-ce que tu penses que l'humoriste est là pour dire quelque chose, qu'il a un rôle autre que de faire rire ? Bah c'est une vraie question. Que tout à l'heure je parlais d'Anthony chez Selnik, mais parce que lui dans un de ses spectacles il dit un truc que je trouve fou, quoi, parce qu'il arrive il a une manière de faire qui est hyper intéressante en mise en scène, c'est qu'il dit des horreurs et il marche comme un vautour comme ça, quoi. Donc en fait il est autour de son public comme ça, elles sont ultra gratos, et le public il se les prend, il rigole, il est gêné de rire et tout, et là à partir du moment où tu as créé cette tension de fou, et ben à partir de là elle doit plus être gratuite pour moi, c'est qu'il doit y avoir quelque chose derrière. Et une fois qu'il a fait ça, et ben il a fait que des one-line. Du coup des one-line, pour ceux qui savent pas, c'est juste une phrase en fait, en gros, où t'as un début, c'est déroutant, paf, t'as la fin, t'as une chute et il y a un rire, donc c'est ça une one-line, une line. Et du coup il fait ça, et après il finit sur 10-15 minutes où en fait il y avait un vrai propos. C'était d'expliquer pourquoi je suis comme ça, pourquoi à mon avis c'est pas mal que je fasse ça, pourquoi moi je suis entier avec ce que je fais, pourquoi c'est logique. Ça c'est pour lui. Je vais te donner un autre exemple et après je dirai pour moi. Il y a un autre gars dont j'ai encore forcément parlé à Teddy, c'est Bo Burnham, qui est aussi un des meilleurs spectacles de Netflix. C'est incroyable. C'est un gars qui a 23 ans, à 23 ans de ce spectacle là, c'est son deuxième spectacle. Et là c'est génial, c'est que on reste dans un monde où il y a un ego, il y a un truc. Et je vais en venir à moi, dans le sens où moi j'aime bien parler de l'écriture, de la création, de cette espèce de sacrifice qu'on fait en créant. Parce que pour moi, ma théorie, des fois tout le monde ne me suit pas là-dessus, pour moi, Johnny Hallyday et un lion au zoo, c'est les mêmes personnes, c'est des êtres sacrifiés pour parler à beaucoup de gens. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois l'idée, Donc c'est ce truc-là, et du coup nous, on est un peu des êtres sacrifiés. Ce sera le titre du podcast, hein. Johnny Hallyday est un lion au zoo. Mais je pense vraiment, parce que pour moi, Johnny Hallyday, en fait, alors il y a des degrés, mais Johnny Hallyday, pour moi, il a finalement plus de vie au bout d'un moment. Il a une vie pour d'autres, comme un lion en cage au zoo. Bon, après, les défenseurs des animaux aimeront peut-être pas tout ça, mais c'est une image, quoi.
Et là, Bo Burnham, il fait quelque chose d'incroyable en termes de niveau. C'est drôle, c'est de la mise en scène de fou. Il est très jeune. Et la fin de son propos vient de dire là, vous êtes marré avec moi. Du coup, vous croyez que je vais bien. Mais en fait, ça va pas du tout. Je vous explique pourquoi. C'est que là, je sais que je suis drôle parce que je suis encore jeune et que j'ai des bonnes phrases et tout. Mais un jour, je le serai plus. Mais vous m'aimerez tellement que vous continuerez à rire. Et j'aurai jamais ce rapport de confiance avec vous qui fait que je comprendrai plus quand je suis pas drôle, mais je sais qu'un jour je vais le devenir et ça me terrorise. Tu vois, Mais son spectacle. Tu sais, moi, j'aime beaucoup, je vais continuer au présent, j'aime beaucoup Danny Boone. Ouais. J'ai vu plusieurs de ses spectacles. Moi aussi. Et il y a un des derniers spectacles qui est franchement moins bien que les autres. Et j'ai ri parce que c'était Danny Boone, quoi. Alors après, l'humoriste, elle dit bah, putain, c'est facile, c'est machin, enfin le jugement, trop facile de juger quelqu'un. Je me fouette avec des orties. Mais en même temps, je me dis, mais à partir de quand, toi, tu peux savoir si ton public est authentique ou pas avec toi? Et c'est vrai que je pense que ça, c'est la plus grande problématique d'un humoriste. Et moi, j'ai trouvé ma question, qui est une question de lâcheté, c'est que je ne fais jamais un spectacle sous la même forme. Comme ça, je me dis, bah, j'ai essayé. Et quand on compare les deux spectacles, bah oui, mais de toute façon, tu peux pas comparer, tu l'as dit toi-même. Tu vas faire un truc genre basé sur le personnage. Voilà, exactement. Et du coup, voilà, je me suis démerdée pour faire une comédie, spectacle pour enfants. Là, je vais sur YouTube. Mais tu vois, c'est aussi une lâcheté parce que j'ai cette putain de peur que les gens me suivent parce que c'est moi, mais pas pour mon taf, quoi. Messieurs, dames, c'est hyper intéressant. Je vous propose de continuer dans le prochain podcast. Ah merde, déjà, c'est horrible. Attends. Est-ce qu'on peut quand même poser juste... On n'est pas une minute. Mon cher Thomas, j'aimerais juste que tu me dises si tu avais 3 conseils à donner au Thomas qui avait 12 ans et qui écrivait sur sa fiche qu'il voulait être humoriste. Ah ouais, bah, je les ai. Bah, c'est déjà, démarre beaucoup plus tôt. Attends pas, j'ai 27 ans pour le faire. Enfin, c'est pas bien. J'ai perdu du temps, je le sais. Et tous les jeunes humoristes du spot, je pense à... C'était Adam. Pas Adam, merde, je sais plus. Le blond là, qui... Noah Place. Noah. Qui du coup a un peu arrêté je crois, et Tom, donc 2 humoristes très jeunes, très talentueux. Très talentueux. Je leur dis je ne fais que dire moi je regrette de ne pas avoir commencé à votre âge, vous êtes bon, continuez, faites-le, lâchez pas quoi, parce que c'est pas grave si vous avez un minimum de sécurité, faites-le. Donc ça, allez, faites ça. Qu'est-ce que j'ai 3 conseils à lui donner? Si t'en as, mais c'est déjà mais mec, penche-toi sur ta chute de cheveux beaucoup plus tôt que ce que tu l'as fait, parce que tu peux enlever ton bonnet pour bah ouais, du coup il y a ça, mais du coup j'ai mis un bonnet parce que, ah oui c'est vrai, ça fait ultra mec qui se la joue d'avoir un bonnet en intérieur, mais c'est pas ça, c'est que je me suis pas rasé mes côtés, donc c'est pas c'est que je me suis pas rasé. Putain, le mec super, le mec de scène qui sait plus. Donc ça fait ultra mec qui se la pète d'avoir un bonnet en intérieur, mais moi je pense que les cheveux sur le côté et le vide au milieu ça reviendra, la moustache est revenue, donc je pense que la calvitie reviendra. Mais voilà, donc je dirais masse-toi les cheveux, fais un truc, fais pas le con. Et le 3e conseil, c'est voyage beaucoup plus tôt que ce que tu l'as fait, parce que à partir du moment où j'ai voyagé, ça m'a ouvert des perspectives. Alors malheureusement Covid là en ce moment, donc c'est compliqué, mais j'en parlais en plus avec Paul Mirabel, du coup qui est un bon copain à moi dans le métier. Et en gros, on se disait là, on est en train d'écrire sur le fait qu'on écrit, et ça fait que on va forcément, même si c'est un sujet qui reste cool, mais au bout d'un moment t'intéresses plus les gens quand t'écris sur le fait que t'écris à cause du Covid. Soit t'écris sur le Covid, soit t'écris sur ça, soit t'as cette espèce de supplément d'âme. Mais en général, quand tu voyages, tu deviens... je trouve que tu deviens un être meilleur. Alors, c'est pas à la portée de tout le monde de voyager, mais tu peux voyager à travers le cinéma. Voilà, comme ça, on fait un lien avec ta question que j'ai pas répondu. Merci. Voilà. Ça va trop bien. 1000 merci, c'était génial. Mais merci à vous. Et merci d'avoir pris du temps, vraiment. C'était un plaisir, surtout qu'on voit plus grand monde en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ah là, je sais pas. Je fais plein de trucs et que tout fonctionne, tu vois, et que juste j'ai pas à me poser la question d'en vivre. Continue du coup. Avec plaisir, et pour vous aussi. La même chose et en couleur. Merci Thomas. À bientôt. Salut, abonnez-vous à la chaîne. Et encore merci au Spotlight qui nous prête ces superbes vues. Oui, c'est gentil. Ciao. Merci au Spotlight.